J'ai le plaisir d'accueillir Sue. Alors Sue, je ne vais pas faire ta bio parce qu'elle est dans le. Pour tous ceux qui, le programme, qui ont le programme entre les mains, la bio de Sue est disponible. Vous allez voir, c'est un parcours très standard, hein. Au-delà de ça, moi, ce que je voulais ajouter de ton parcours dans Dix, ingénieur des mines, data scientist, c'est que Sue est un musicien émérite. Et d'ailleurs, il va se produire le 13 et 14 décembre, je crois. Oui, c'est ça. 13 et 14, c'est un violoniste émérite. Donc voilà, violoncelliste, pardon, violoncelliste émérite. Donc voilà, si vous voulez aller l'écouter, il sera ravi de partager avec vous le lieu de sa production. Voilà. Donc Sue, je te laisse la parole et puis tu vas nous parler donc de l'IA au cœur du secteur financier, hein, Oui, et tout à fait, au oui. cœur plus particulièrement, on va voir, hein, au cœur de la supervision. Tout à fait, oui. Moi, je vais commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier évidemment Investment Partners pour m'avoir donné l'opportunité d'introduire cette belle journée consacrée à des discussions autour des innovations financières. Alors pour commencer, j'aimerais vous emmener en voyage avec moi en 2017. Donc c'est l'année où je cherchais une opportunité qui remplissait un certain nombre de critères. Donc je voulais être proche de l'innovation. Je voulais être au cœur des startups également, et ce n'est pas la même chose. On va voir cela. Et je voulais être en mesure d'aider les porteurs de projets à progresser dans leur réflexion et dans l'exécution de leurs projets. Et quelques mois plus tard, j'ai rejoint le pôle FinTech Innovation de l'ACPR. Donc, je me suis permis de rappeler un petit peu les missions de l'ACPR pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Donc, l'ACPR a 3 missions principales: préserver la stabilité financière, protéger les consommateurs et combattre contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et plus concrètement, cela se décline dans l'agrément et la supervision des établissements de crédit, de paiement, de monnaie électronique, des sociétés de financement, des organismes d'assurance et pour l'aspect protection des consommateurs, des intermédiaires en plus. Et dans l'avenir proche, lorsque la loi Pacte sera enfin ratifiée, les services, les prestataires de services d'actifs numériques. Voilà. Donc, le pôle FinTech Innovation a été créé en 2016. Et lorsque je les ai rejoints, ils étaient composés de 3 agents, Nathalie Baudemoulin, Pierre Bienvenu et Didier Warzé. Vous allez retrouver certains d'entre eux parmi nous aujourd'hui. En 2019, donc aujourd'hui, l'équipe ressemble à cela. Donc nous ne sommes pas bien plus nombreux. Et en fait, quand j'ai rejoint l'équipe, je me suis assez rapidement rendu compte de la complexité qui est liée à notre mission historique, c'est-à-dire celle de constituer le point d'entrée unique au FinTech, ou plus largement aux porteurs de projets innovants dans le secteur financier, qui viennent nous rencontrer, qui viennent pour nous poser des questions réglementaires sur leur business model. Alors, je dis complexe parce que d'une part, les technologies qui sous-tendent les projets le sont. On a déjà entendu le mot intelligence artificielle au cours de la journée. Vous allez entendre parler de la blockchain, éventuellement les technologies liées aux services de cloud computing, des technologies liées à la sécurité informatique, etc., etc. Puis, c'est doublement complexe parce que l'environnement réglementaire qui encadre ces projets-là le sont également. Je veux dire, je vais surprendre personne si je dis que les projets les plus simples, ils n'ont pas spécialement besoin de venir nous voir et nous poser des questions sur leur cadre. En général, quand ils viennent nous voir, c'est que leur avocat n'est pas forcément capable de répondre à leurs questions. Bon, donc en général, c'est des choses un peu compliquées. Et aujourd'hui aussi, on va avoir le temps de discuter de la directive sur le service de paiement 2, du règlement général sur la protection des données personnelles, enfin toutes sortes de réglementations qui ne sont pas forcément d'ordre financier, mais qui ont néanmoins un impact très très fort sur les acteurs financiers. Donc ça c'est notre première mission. Donc, nous sommes donc aujourd'hui 5, pas bien plus nombreux qu'à l'époque où j'ai rejoint l'équipe. Et nous avons volontairement souhaité restreindre le nombre de personnes pour pouvoir agir de manière plutôt agile, informelle, directe, tech-friendly et ouverte et accessible à tous. Donc c'est ces mots-là qui caractériseraient ce que je considère comme les valeurs fondamentales de mon équipe actuelle.
En 3 petites années, nous avons pu rencontrer plus de 600 porteurs de projets, et j'ai bien précisé que ça veut dire à la fois des startups et des porteurs de projets qui viennent des établissements traditionnels, donc des établissements qui aiment le rugby, le tennis. Vous savez, il y a une dichotomie apparemment en fonction du sport dans le domaine financier. Et vous voyez à l'écran qu'en fait, en termes de maturité des projets que l'on rencontre, il y en a un peu de tout. Et en termes de typologie, c'est quand même principalement des établissements de paiement. Bon, je pense que c'est relativement lié à 2 directives sur les services de paiement qui sont sorties en Europe. En tout cas, à travers les diverses rencontres qu'on a pu avoir avec les porteurs de projets innovants, nous nous sommes assez rendus compte assez rapidement de l'importance du sujet de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui nous est apparu avant tout à travers l'angle de l'utilisation des données et des services de cloud finalement. Notamment la première fois où j'ai eu à faire ce sujet-là, c'était à travers plutôt des recommandations autour de l'externalisation à des parties tierces des services de cloud computing. Donc, vous souvenez probablement des recommandations de l'EBA qui est sortie en 2018, qui s'est largement basée sur une analyse des synthèses de la CPR qui date de 2014. Alors, donc, cela a été une expérience vraiment passionnante, d'abord parce que l'équipe a vraiment toute l'attitude pour inventer les formes d'interaction que nous avons avec le marché, et l'agilité pour le faire, parce qu'on est directement attaché au secrétariat général. Donc, l'exemple principal auquel je pense, c'est le forum FinTech, animé... raté. C'est une slide plus tard. Le forum FinTech, animé conjointement par l'ACPR et l'autorité des marchés financiers, créé au même moment que notre pôle et nos contreparties côté AMF, dont le lancement a été présidé par le gouverneur de la Banque de France. Le forum réunit périodiquement donc, des représentants des FinTech, des banques, des assurances, des associations professionnelles, évidemment des cabinets de conseil juridiques, mais également Tracfin, la CNIL et le Trésor. C'est l'instance de veille et de dialogue privilégié pour étudier les tendances majeures de l'écosystème FinTech. La task force sur l'intelligence artificielle qu'on a menée en 2018 et dont je ferai une description tout à l'heure en fait par exemple partie de ce forum. C'est aussi un lieu pour s'informer des derniers mouvements réglementaires qui pourront en avoir un impact sur les innovations financières. C'est ce qui nous permet de transmettre les informations qu'on a au niveau européen dans les divers groupes de travail pour les distiller et éduquer le marché. Enfin, et je pense que c'est un rôle assez important que nous avons aussi dans cette instance-là, c'est de pouvoir en faire des propositions de changements réglementaires lorsqu'on observe vraiment des obstacles à des innovations qu'on pense bénéfiques au marché. Je pense notamment aux propositions de changements concernant l'entrée en relation à distance qu'on a récemment publiées. Pour ceux qui sont intéressés, on pourra discuter en bilatéral. Et des formes d'action, nous en avons eu bien d'autres. Je pense aux interventions dans les forums, dans les conférences organisées par des entités privées telles que celle-ci, dans des vidéos de e-learning qui permettent de rapidement étayer certains points qu'on considère pouvoir intéresser les startups, l'organisation de groupes de travail, des études, les matinées FinTech, où on fait rencontrer des professionnels de la CPR, avec des startups qui sont sur le point d'être agréées ou qui viennent d'être agréées, de la veille, FinTech, bref. Alors oui, pour les études, alors je vais faire une petite liste des études qu'on a déjà faites. L'étude sur la digitalisation du secteur financier, l'étude sur la banque en ligne, et il y aura une mise à jour qui sera bientôt sortie, celle qui porte sur l'intelligence artificielle, bien évidemment. Bon, bref, toutes ces formes d'intervention, c'est ce qui nous permet de toujours être familier avec les dernières évolutions du marché. Donc, c'est notre... Ah oui, c'est celle-là que je cherchais. Bon, et c'est notre deuxième mission, être l'observatoire des innovations financières pour la CPR. C'est ce qui nous emmène en particulier à nos travaux sur l'intelligence artificielle. Alors, comme
comme j'ai mentionné, c'est un sujet qui nous est apparu comme une évidence parmi les sujets à éclaircir, notamment à travers notre étude qui porte sur la digitalisation du secteur financier, où on a constaté que, selon les réponses des banques, plus de la moitié des projets en recherche et développement utilisent des algorithmes qui relèvent de l'IA. C'est ce qui a motivé la création d'une task force en mars 2018, suite à l'annonce du gouverneur lors de l'édition 2018 du Paris FinTech Forum. Cette task force, animée par l'ACPR, regroupe des représentants des banques, des assurances, des fintech, des associations professionnelles et des autorités publiques concernées. Par exemple, en plus de ceux que j'ai déjà cités, il y a présence de l'ANSSI. À l'issue des 5 réunions physiques et 3 questionnaires qui vont porter sur les 3 axes qu'on a développés dans le rapport final, à savoir donc les cas d'application, les opportunités et les risques associés à l'utilisation de l'IA, ainsi que les enjeux qui se posent aux superviseurs. Donc, en décembre 2018, nous avons publié un document de réflexion et j'ai pensé que c'est bien de profiter de l'occasion pour faire un petit récapitulatif de ce qu'on a appris principalement. Pour ceux qui sont habitués des conférences sur l'IA, de savoir qu'une des difficultés pour les intervenants est souvent de définir ce qu'est l'intelligence artificielle, ce qui est tout à fait normal parce que même les experts ne sont pas d'accord entre eux. Donc, première conclusion, première leçon, c'est que l'intelligence artificielle est une notion polysémique qui tend à recouvrir des réalités différentes au fur et à mesure que les techniques algorithmiques évoluent. Donc, c'est non seulement une notion qui départage un petit peu la communauté aujourd'hui, c'est même quelque chose qui évolue dans le temps. Donc, si vous parlez de l'IA aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que de parler de l'IA il y a une dizaine d'années. Il s'en est devenu à une définition relativement large de l'intelligence artificielle, incluant toutes les techniques d'apprentissage automatique au machine learning, mais excluant généralement des processus de robotisation, automatisant certaines tâches cognitives répétitives. Voilà, c'est un parti pris du rapport. Deuxièmement, le rapport a montré une forte appétence des acteurs financiers pour les technologies de l'IA, tout en soulignant que finalement, les applications sont assez limitées. On les voit très peu, par exemple, dans des processus qui sont hautement supervisés par la CPR et pas hautement supervisés par la CPR. J'entends des processus comme la LCBFT, comme le pricing, comme la modélisation des risques, donc le credit scoring d'une part pour le bancaire, et puis les modèles de solvabilité 2 pour l'assurance. Ensuite, le principal enjeu que ferait émerger l'adoption massive de ces technologies, pour nous en tout cas, c'est celui de la fiabilité et de l'interprétation des résultats des algorithmes, notamment des algorithmes performants de deep learning. Donc, l'enjeu paraît primordial, tant pour nous l'ACPR que pour les professionnels du secteur financier eux-mêmes, qui ne peuvent pas raisonnablement confier leurs algorithmes à des boîtes noires. Et quand on entend par l'interprétation des résultats, à la fois la capacité à interpréter les résultats vis-à-vis des experts métiers, qui ne vont pas employer quelque chose qu'ils ne comprennent pas, mais aussi pour les clients, parce que ce sont des choses qui sont encadrées par des règles de la protection des consommateurs, et puis pour nous les superviseurs, notamment à travers l'angle de l'audit. Quatrième point. Le rapport aborde également les possibles effets à moyen et à long terme de la généralisation de l'IA sur la structure du marché. Et souvent, on me pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a un petit nombre d'acteurs qui vont monopoliser les technologies, la possibilité de proposer ce genre de technologie, ou vous pensez qu'il y aura beaucoup de petits acteurs qui vont fragmenter le marché? Bon, je pense qu'il est possible d'avoir les deux phénomènes à la fois, et les deux posent des questions quant au changement nécessaire de paradigme dans la supervision. Donc je pense à l'émergence des géants technologiques qui proposent des solutions d'IA qui sont
comme des technologies très complexes qui vont être uniquement maîtrisées par un petit nombre d'acteurs, ainsi que parce que l'IA recouvre un certain nombre de réalités un peu diverses, il y aura des acteurs surspécialisés sur certains segments qui posent la question de comment est-ce qu'on peut encore maîtriser les risques du secteur lorsqu'il y a un nombre croissant d'acteurs qui sont concernés. Enfin, le rapport énumère les défis qui se posent en propre au superviseur dans son accompagnement et son adaptation aux mutations des entités contrôlées. Donc, notamment en matière de gouvernance, qui est relative à la nature un peu évolutive des algorithmes en matière de l'explicabilité. Donc, dans certains cas, nous validons a priori les modèles. Et si les modèles incorporent des outils, des outils qui évoluent dans le temps en plus de manière non déterministe. Cela veut dire d'une part que pour les établissements, ça demande des efforts nouveaux pour faciliter l'audit, et pour les superviseurs de changer peut-être la manière de superviser tout simplement. En matière de l'explicabilité, donc confère certains référentiels réglementaires, et en matière de l'éthique, qu'on peut à minima regarder à travers le prisme de la protection des consommateurs. Pour faire simple, si je dois résumer un petit peu tout ce que je viens de dire, c'est que si les risques financiers deviennent des risques technologiques, que devrions-nous faire ? Donc, le document de réflexion s'est accompagné d'une consultation publique, une consultation qui a permis d'accueillir 36 réponses, dont 5 en anglais, et qui comporte 19 questions ouvertes. Donc, elle a en outre fait l'objet d'échanges oraux avec une vingtaine d'acteurs. Et j'en profite également pour en dégager les principaux points. Donc, les réponses reçues ont confirmé la difficulté de définir l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec toutes ces réponses-là, on a vraiment vu où se cristallisent un petit peu les désaccords. Alors, il y a d'abord la notion d'autonomie, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, il y a des visions assez extrêmes. Puis l'inclusion ou non des techniques traditionnelles comme l'RPA, donc Robotic Processing Automation. Et ça, je pense que c'est un artefact de depuis combien de temps l'acteur concerné travaille dans ce domaine-là, parce qu'à une époque, je veux dire, si on reprend la définition de l'IA qui date des années 50, ça couvre vraiment beaucoup de techniques différentes, et au fur et à mesure que la technologie avance, effectivement, les nouveaux entrants ont tendance à écarter les plus anciennes techniques et garder que les nouvelles dans la définition. Puis un troisième point de tension, c'est la présence à minima ou non de la capacité d'apprentissage automatique. Bon, dans ce contexte, on considère que la définition retenue par le document de réflexion, avec toutes les réserves qui l'accompagnent, semble rester la plus utile pour caractériser les enjeux actuels pour les secteurs financiers. Un deuxième point qui nous est paru très intéressant, c'est qu'on a parlé pas mal de facteurs qui poussent à l'essor de l'IA, des facteurs plutôt d'ordre technologique ou structurel, mais on n'a pas suffisamment insisté sur la dimension humaine, et je pense que ça vaut le coup de rappeler que c'est assez important pour l'adoption d'une technologie que de s'intéresser à la dimension humaine de l'application de ces technologies-là, notamment à la confiance, à la démystification et à la sensibilisation autour de ces technologies. On a également constaté que les réponses insistaient davantage sur l'importance des données, même plus que les algorithmes eux-mêmes, et plus particulièrement le développement des smartphones qui pousse au développement des technologies d'IA, puisque le développement du smartphone ont permis une obtention de données de plus en plus rapide et volumineuse, évidemment, mais surtout et aussi de plus en plus ciblées et granulaires. Enfin, les réponses insistent à juste titre sur l'importance primordiale de mutualiser et d'harmoniser les réflexions autour de l'IA. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire mutualiser et d'harmoniser les réflexions au niveau européen. Vous avez peut-être entendu parler de la dernière allocution de la nouvelle présidente de la Commission européenne qui
qui a affirmé que la Commission a l'intention de promulguer une loi sous les 100 jours qui porterait sur l'éthique et l'utilisation de l'IA. Mutualiser et harmoniser également entre les différents secteurs. Le secteur financier voit arriver l'utilisation de l'IA, mais il y a d'autres secteurs où on déploie ce genre d'outils également, même plus tôt. Je pense au secteur de la santé, de l'aéronautique, de la justice. Et mutualiser et harmoniser les réflexions de manière multidisciplinaire, industrielle, superviseur, académique. Donc, cet exercice nous a permis de conclure notamment sur la nécessité de continuer à développer le sujet, dont la complexité vient en grande partie du caractère quasi universel des technologies d'IA, alors que les questions associées doivent trouver leur réponse dans des cas particuliers. En tout cas, c'est notre conviction. Donc, c'est ce qui nous amène à nos 3 expérimentations actuelles. Il s'agit d'éclairer les enjeux d'auditabilité, d'explicabilité et de gouvernance que j'ai déjà mentionnés, de ces nouveaux algorithmes d'IA, par une approche plus concrète des pratiques des établissements financiers, ou des prestataires d'ailleurs, au regard des cas d'usage étudiés. Donc les impacts sur les nouveaux processus de contrôle, internes ou externes, sont également évoqués. Donc, dans la pratique, ces expérimentations, que l'on appelle également ateliers, sont organisées sous la forme d'ateliers multidisciplinaires avec des autorités concernées. Donc, je vais détailler l'exemple de l'ECBFT, ce sera plus clair, et des acteurs sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature. Des entretiens sont également organisés avec d'autres répondants afin de compléter le champ d'investigation. Alors, en guise d'exemple, le premier atelier sur le thème de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est sur le point de porter ses fruits. Concrètement, il réunit des représentants de l'établissement sélectionné. Donc, il y a des responsables d'innovation, des personnels de la compliance, des data scientists, des spécialistes du contrôle bancaire, de la CPFT, etc. Et puis d'experts côté ACPR avec des profils similaires. Plusieurs entretiens et investigations spécifiques se sont déjà succédés. Et pour l'occasion, je pense que ce qui est un peu nouveau pour nous, en tout cas, c'est que nous avons pu accéder à un terminal informatique pendant un certain nombre de semaines avec le code des algorithmes et les données qui nous sont mis à disposition. Donc on remercie évidemment l'établissement qu'on enlèverait l'embargo le mois prochain d'avoir joué le jeu. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir vraiment une très bonne idée de pourquoi est-ce que c'est certains algorithmes qui sont utilisés et pas d'autres. Et puis nous, ainsi que la Banque de France, parce qu'on a travaillé avec la Banque de France sur cet exercice-là, on a pu tester aussi des algorithmes de notre côté, parce que la Banque de France est aussi une banque, donc on a des besoins un peu similaires aussi, et qui nous a donné une bonne connaissance sur ce cas. Alors, pour peut-être quand même décrire le cas d'étude, c'est l'utilisation des algorithmes de deep learning pour aider la détection des transactions frauduleuses de premier niveau vers le deuxième niveau. Voilà. En ce qui concerne donc, notre rôle de supervision, la principale question est de savoir comment peut-on contrôler ces algorithmes non déterministes. Donc, plusieurs pistes pourraient aujourd'hui être envisagées. Et donc là, j'insiste que je vais être très prospective et on est ouvert à toutes les suggestions et commentaires. Donc, on imagine qu'à minima, on demanderait peut-être des réserves d'échantillons dans le temps des établissements sur les données, sur l'état des algorithmes, pour pouvoir faire du suivi d'audit. Est-ce que l'élaboration d'un modèle challenger est une bonne idée? Est-ce que l'élaboration des données de test qu'on fabriquerait à intervalles réguliers pour tester, challenger les modèles d'établissement est d'une bonne idée, etc., etc., etc. C'est ce genre de réflexion qu'on essaie de mener. Je pense qu'une des observations qu'on a eues aussi lors de cet atelier-là, que je trouve personnellement intéressant, c'est la notion de human in the loop. On a vraiment l'impression
lorsqu'on a commencé, qu'il n'y a pas forcément de nouveaux métiers qui sont créés, mais au fur et à mesure qu'on creuse, il y en a bien un. Voilà, la personne qui était en charge du projet, qui a un profil data scientist, il était amené à vraiment maîtriser le métier, et son rôle est quand même de s'assurer que, voilà, malgré l'utilisation des outils de l'IA, on a des gens qui sont capables de surveiller afin de s'assurer qu'ils ne fassent pas de dérive, des gens qui s'assurent que, bon, vous savez, en plus dans la LCBFT, il y a des nouveaux cas de schémas de fraude qui arrivent tout le temps, donc il faut s'assurer qu'il y a des experts à côté qui arrivent à détecter ces nouveaux cas de fraude. Donc ce n'est pas un métier où on peut intégralement déléguer à des algorithmes. 2 autres ateliers thématiques sont en cours. L'un porte sur la modélisation des risques et l'autre porte sur la protection de la clientèle. Les expérimentations nous paraissent réellement être une forme de plus en plus courante et une façon un peu différente d'appréhender l'approche opérationnelle. En fait, pour moi, c'est vraiment une approche nécessaire parce que les sujets, l'explicabilité, gouvernance, etc., c'est pas la même chose pour la CBFT. Ici, le sujet d'explicabilité, si vous voulez, n'est pas si prononcé que ça parce que le cas est vraiment soumis à des obligations de résultat, alors que si vous avez des algorithmes qui sont utilisés pour le pricing ou même pour juste une approche commerciale, c'est peut-être un peu plus accentué. Donc c'est un peu une approche opérationnelle de la proportionnalité qui anime la philosophie de supervision de la CPR. Et nous ne sommes pas les seuls, sinon j'emploierais uniquement un argument d'autorité. Après les travaux du High Level Expert Group de la Commission européenne qui a produit son rapport sur l'éthique de l'IA, cette dernière a décidé d'effectuer, dans un avenir proche, un deep dive sur un modèle similaire au nôtre avec des industriels sectoriels. Ça n'a pas commencé. La dernière nouvelle que j'ai eue, il y a 2 établissements qui sont en lice, dont un français. Cela ne s'arrête pas là. Nous allons nouer des partenariats avec des académiques pour participer dans des travaux de recherche. Nous avons déjà commencé avec l'Université de Strasbourg à travers un angle un peu plus juridique sur les travaux d'IA dans le secteur financier. Et nous allons travailler avec Télécom Paris Tech et Paris Dauphine sur 2 chaires consacrées à l'IA dans le secteur financier toujours, mais un avec un angle à la fois juridique et économique, et l'autre de manière un peu plus scientifique, sciences de l'informatique. Nous avons récemment co-organisé avec Paris-Sorbonne un séminaire sur l'explicabilité des algorithmes d'IA dans le cadre du programme Horizon 2020 de la Commission européenne. Horizon 2020 est une mise en pratique du plan d'action FinTech de la Commission de 2018. Les discussions qui en étaient sorties étaient extrêmement enrichissantes, notamment pour nourrir nos réflexions futures. Et ces réflexions ne pourraient pas se faire sans les échanges avec d'autres superviseurs nationaux qui sont intéressés par le sujet. À ce jour, il y a 5 superviseurs européens qui ont publié des études sur l'IA. J'espère que je ne vais pas les oublier. Donc, il y a la BaFin, les Allemands, les Luxembourgeois, les Britanniques, les Néerlandais et nous-mêmes. Et on échange de manière assez active avec d'autres pays qui sont hors de l'Union européenne et qui sont très avancés sur le sujet. Je pense au Canada, je pense aux États-Unis, je pense à Singapour, etc. Donc ici, il y a une notion de réseau qui apparaît. C'est le fil rouge de notre 3e mission, celle qui consiste donc à effectuer des échanges bilatéraux avec les superviseurs nationaux, étrangers, siégés dans les groupes de travail européens, EIOPA, l'EBA, EU FinTech Lab, et internationaux, l'IALIES, Comité de Bâle, etc. Cela nous permet d'assurer que notre manière de superviser les FinTech soit entendue, et bien évidemment pour nous d'apprendre comment est-ce que les autres pays approchent le sujet de FinTech. Et puis lorsque les FinTech viennent nous voir, en fait un des sujets un peu majeurs, c'est que, et c'est compréhensible, qu'il n'y ait pas d'harmonisation dans sur pas mal de sujets dans le secteur financier, et évidemment c'est une difficulté. Donc de manière en droit souple, les superviseurs dialoguent pour essayer de rendre les choses le plus simples possible.
D'ailleurs, c'est l'idée des MOU que l'on signe, à travers lequel on essaie de faciliter, par exemple, l'exportation de certaines fintechs françaises à l'étranger et vice-versa. Donc, ces notions de réseau nous permettent d'assurer que ah oui, et pour revenir à l'IA, cette notion de réseau est assez importante parce que on se rend compte que si c'est difficile de discuter ces sujets de manière isolée et qu'il faut absolument échanger de manière régulière avec tous les acteurs concernés. Et puis il y a des sujets qui ne peuvent pas être traités par un pays seul. Je vais juste en citer deux. La circulation des données, par exemple, en vue d'être utilisée par l'IA pour des fins de détection de réseaux de malfaiteurs, ou encore le sujet de cybersécurité. D'ailleurs, la notion de réseau fonctionne aussi en interne qu'en externe, puisque vous imaginez bien qu'à 5, on ne peut pas traiter tous les sujets divers et variés qui nous arrivent, et il faut être capable de mobiliser des ressources internes. Donc on a un réseau FinTech en interne à l'intérieur de la CPR, où on a un référent dans chacune des directions. Et je remercie évidemment la direction des autorisations et la direction juridique et la protection des consommateurs qu'on sollicite assez régulièrement pour des sujets spécifiques. Et on a un réseau FinTech au sein de la Banque de France pour à la fois les mêmes sujets, mais peut-être avec une dimension davantage de trouver les bonnes innovations pour les besoins de la banque. Plus généralement, ce que nous espérons, à travers nos actions également, c'est d'encourager les travaux et les réflexions des acteurs pour favoriser le développement maîtrisé de l'intelligence artificielle dans le secteur financier. L'IA, c'est aussi un atout pour nous les superviseurs, pour mieux faire notre travail. C'est le thème que nous avons choisi cette année pour notre première édition d'appel à projet d'intrapreneuriat. Ce dernier est la première action concrète de notre quatrième mission, la mission SupTech pour Supervisory Technology. Notre démarche SupTech répond à une volonté double, faire en sorte que la CPR vive avec son temps en adoptant les outils technologiques qui peuvent nous assister dans nos missions de supervision et s'assurer de la maîtrise des technologies derrière les innovations financières afin d'anticiper les éventuels risques et faciliter le dialogue avec l'ensemble des acteurs du système financier. Ce n'est donc pas anodin le choix de l'intelligence artificielle en tant que fil rouge de nos premières actions SupTech. Les deux thèmes qui sont choisis, donc là on a pris un cabinet de conseil, donc on a des noms très sympas. Donc Ecosystem Based Control et Superviseur Augmenté. Concrètement, on a sélectionné 4 projets qui tournent autour de l'utilisation des NLP, pour l'analyse des reportings réglementaires, l'utilisation du machine learning et des techniques de graphes pour la visualisation et le management de la documentation juridique, ainsi que du machine learning pour gérer la connaissance métier. Les 4 projets sont aujourd'hui incubés au Swave, donc le premier incubateur FinTech en France qui est basé à La Défense. Et nous aurons l'occasion de voir un peu plus loin en détail. J'ai presque terminé. Je vais garder encore quelques minutes avec moi et je me permets encore de vous emmener en voyage avec moi, cette fois-ci au 15 octobre 1683. En ce jour précis, un professeur de physique et de chimie au nom de Jean-François Pilâtre de Rosiers est devenu le premier homme à s'envoler dans les cieux à l'aide d'une montgolfière conçue par les frères Montgolfier. Alors, Pilâtre de Rosiers a donc réussi à flotter dans l'air 4 minutes, dans un panier attaché à un ballon d'air chaud d'environ 12 mètres de diamètre, à base de taffetas et couvert de la cire d'aluminium pour être résistant au feu. Cette innovation, puisqu'à l'époque c'était une innovation, ces pionniers audacieux qui ont ouvert la possibilité d'exploration aérienne que l'on connaît aujourd'hui, eh bien tout ça a eu lieu en France. À cette époque, personne ne savait si une créature vivante pouvait rester en vie lors d'un séjour en altitude, tout simplement. Donc ils ont pris le soin de tester les technologies
sur un mouton, un canard et un coq. Cela pourrait vous surprendre. Mais à l'époque, le mouton était considéré comme une approximation relativement raisonnable de la physionomie humaine. Quant au canard et au coq, est-ce que vous arrivez à deviner pourquoi? Bon, ils servaient de groupe de contrôle, puisqu'en tant que créatures ailées, on supposait qu'ils pourraient survivre en altitude. En d'autres termes, les frères Montgolfier ont saisi l'importance de maîtriser les risques associés à leurs innovations. Notre tâche aujourd'hui n'a donc rien de nouvel. Faire converger l'innovation et le principe de précaution, responsabiliser l'innovation, co-construire avec nous les superviseurs un cadre de supervision, préférablement à droit constant, qui soit bénéfique à tous les acteurs financiers, au système financier et aux consommateurs. C'est précisément ce défi que tentent de relever les échanges organisés par Investance Partners aujourd'hui, à travers des débats passionnants sur la blockchain, sur l'IA, sur la directive sur les services de paiement, sur la transformation digitale et le data management. Sur ce, je vous souhaite une excellente conférence. Merci. Merci Sue. Merci. Je vous en prie, merci. Tout à fait, je reviens à la table ronde sur l'intelligence artificielle, donc il doit être la deuxième table ronde de la matinée. Parfait. Voilà. Merci beaucoup.